Le thé, une simple feuille, infusée dans de l'eau, rien de plus, et pourtant, tout commence là. Dans la vapeur qui s'élève, il y a un silence, un espace, une respiration. Le thé n'est pas une boisson que l'on avale, c'est un temps que l'on prend, un retour à soi, à quelque chose de plus lent, de plus doux, de plus essentiel. À travers le monde, on le prépare différemment, d'un geste rapide ou d'un rituel minutieux, dans les maisons, les temples, les marchés, les cafés ou au bord d'une fenêtre ouverte. Mais partout, le thé fait la même chose, il apaise, il n'élève pas la voix, il n'agite pas, il dépose. Alors aujourd'hui, prenons ce moment ensemble. Laissons la feuille s'ouvrir, laissons le parfum s'étendre et découvrons ce que le thé a à nous raconter. Avant même de parler d'histoire, avant de parler de goût ou de tradition, il faut d'abord se souvenir de ce que le thé provoque. Le thé, c'est une respiration, une pause, un espace doux à l'intérieur de nous. Quand l'eau chauffe, on n'est déjà plus tout à fait dans le bruit du monde. On ralentit, on revient vers soi, il n'y a rien à forcer, rien à prouver, juste être là. Le thé ne cherche pas à impressionner, il accompagne, il apaise, il nous rappelle quelque chose qu'on avait oublié, que la simplicité peut suffire. Le thé ne réveille pas comme le café, il ouvre, il dégage de l'espace, et dans cet espace, quelque chose en nous commence doucement à se poser. Voilà où commence le voyage, dans une tasse, dans un souffle, dans un silence qui nous accueille. Le thé naît en Chine il y a des milliers d'années. À cette époque, il n'était pas une boisson du quotidien. C'était un remède, une plante de soin, un cadeau de la nature que l'on utilisait avec respect. Culturellement accepté, l'histoire raconte que l'empereur Shen Nong demandait à ce que l'eau soit toujours bouillie avant d'être bue pour protéger la vie. Un jour, alors qu'il se reposait sous un arbre, une feuille de cet arbre tomba dans son eau chaude. L'eau prit une couleur légère, un parfum discret, une sensation nouvelle. Shen Nong goûta et dit simplement « Ceci éveille l'esprit », mais sans le brusquer. Shen Nong est un personnage à la frontière entre l'histoire et le mythe. Dans la tradition chinoise, il est présenté comme l'un des trois Augustes, c'est-à-dire les grands souverains civilisateurs, ceux qui auraient appris l'agriculture, la médecine et l'organisation aux humains. C'est ainsi que le thé est entré dans le monde humain, par accident ou par rencontre. Nul ne sait vraiment. Évidemment, dans l'histoire des cultures, les légendes ont un rôle de mémoire symbolique. Elles racontent plus le sens du thé que sa réelle chronologie. À partir de là, le thé va voyager, sur les routes de montagne, dans les caravanes, dans les sacs des moines, dans les mains des voyageurs. Il passe des monastères aux maisons, puis des maisons aux marchés, et enfin des marchés aux ports. Puis il traverse la mer, et il devient l'une des boissons les plus partagées de la planète. Mais ce qui est fascinant, c'est que malgré tous ces voyages, le thé garde toujours la même fonction, ralentir, clarifier, rassembler. Partout où le thé arrive, il apporte la même chose, un moment où l'on peut se poser ensemble. Et voilà, maintenant, deux chemins s'ouvrent. On peut continuer le voyage ici et voir comment on accueille le thé, comment on le prépare, comment il devient un geste. Ou bien, si vous voulez plonger plus loin dans les routes du thé, dans les empires, les guerres, les échanges, alors l'histoire complète vous attend. C'est à vous de faire votre choix. Préparer le thé, ce n'est pas suivre une règle, ce n'est pas un geste parfait. C'est un moment où les mains savent déjà quoi faire. Même si personne ne les guide. On chauffe l'eau, pas jusqu'à l'ébullition, non, juste avant. Là où l'eau commence à bouger doucement, au tout début du frémissement, comme un souffle. On rince la théière, pas pour nettoyer, pour réveiller la matière, comme on dit bonjour. On dépose les feuilles, sans les peser, sans compter, juste à l'intuition. Parce qu'à ce moment-là, c'est notre humeur qui prépare le thé. Puis vient le geste lent, régulier, on verse. On écoute la vapeur, on regarde la couleur, on attend. Ce n'est pas une attente impatiente, c'est une présence. Le thé nous apprend quelque chose d'essentiel. Le temps n'est pas là pour être rempli, il est là pour être vécu. Voilà le rituel. Pas compliqué, pas sacré, juste humain et profondément vivant.
En réalité, il existe des centaines de thés différents. Mais ici, nous allons simplifier les choses. Pour résumer, il y a 6 voies, 6 grandes familles, 6 couleurs de la nature, 6 états d'esprit. Il y a le thé blanc. Le thé blanc est le plus léger. Originaire du sud de la Chine dans le Fujian, il est cueilli très jeune, presque non transformé et juste séché au soleil. C'est généralement le thé du matin calme. Il a un goût floral, doux, délicat, presque fragile. Il ne cherche pas à briller, il chuchote. Il y a aussi le thé vert. Le thé vert est frais. Il est quant à lui originaire de la Chine et du Japon. Ses feuilles sont chauffées rapidement après la cueillette pour préserver leur couleur. Le thé vert est la simplicité vive. Il est idéalement pris en début de journée ou fin de matinée. Il clarifie, il nettoie l'intérieur, il réveille, mais sans brusquer. Il a un goût d'herbe, de noix douces, de printemps. Il y a encore le thé oolong. Le oolong, c'est la transition entre le clair et le sombre. Originaire du Fujian et de Taïwan, c'est le thé entre le matin et le soir. Ses feuilles sont partiellement oxydées entre le thé vert et le thé noir. Il a un goût de miel léger, de fruits secs et de fleurs chaudes. C'est le thé du milieu de journée, rond, subtil, plein de nuances. Il y a le fameux thé noir. Le thé noir affirme quelque chose. Il a du corps, de la chaleur, de la présence. Il est originaire de la Chine, de l'Inde et du Sri Lanka. Ses feuilles sont complètement oxydées, lui conférant une couleur foncée et une saveur affirmée. Le moment idéal pour le consommer est l'après-midi, voire en fin de journée. C'est le thé du feu, des mains autour d'une tasse, de la soirée qui descend doucement. Son goût rappelle le malt, le cacao léger, le bois chaud. Il y a également le pu'er. Le pu'er vient de la terre. Il est le thé originaire de la région du Yunnan en Chine. Ses feuilles sont fermentées et vieillit parfois pendant des années. Il est profond, dense, presque ancien. Il a un goût des forêts humides et du temps qui passe. C'est le thé du temps lent, celui qui ne se presse pas, celui qui se laisse mûrir. Il ouvre la mémoire, il réchauffe l'intérieur, il ancre. On le consomme lors d'un repos, lors d'une introspection, ou encore mieux, lorsque la pluie tombe. Il a un goût de terre mouillée, de sous-bois, de profondeur. Et puis il y a le matcha. Ses feuilles sont complètement broyées en poudre. En somme, on boit toute la feuille. Le matcha, c'est une poudre verte, vive et intense. On ne le boit pas, on l'incorpore. C'est une énergie douce mais concentrée. Une clarté. Son goût est profond, dense, végétal. Voilà. 6 familles, 6 couleurs, 6 manières de ressentir le monde. Il n'y a pas à choisir. On goûte selon le moment, selon l'humeur, selon ce que l'on vit. Maintenant, vous savez écouter le thé. Reste à voir ce qu'il fait en nous. Le thé contient de la caféine. Oui, comme le café. Mais ce n'est pas la même énergie, ce n'est pas la même intention. Le café agit comme une étincelle. Il lance le feu, il pousse le corps en avant. Le thé, lui, allume une lampe intérieure. Une lumière douce, continue, stable. La différence vient d'une chose simple. Dans le thé, la caféine n'est jamais seule. Elle est accompagnée d'une molécule unique, la théanine. La théanine apaise, elle ralentit la respiration, elle calme le cœur, elle dit au corps « tu peux rester tranquille ». Et en même temps, la caféine ouvre les yeux, elle éclaire la pensée. Alors ce qui naît, ce n'est pas l'excitation, ni la nervosité, ni la tension. Ce qui naît, c'est la présence, une clarté douce, un esprit disponible, un calme qui ne dort pas. C'est pour ça que le thé est la boisson des moines, des poètes, des personnes qui pensent longtemps avant de parler. Le thé ne dit pas « agis vite ». Il dit « regarde clairement ». Et puis il y a l'autre effet, celui qu'on ne mesure pas, celui qu'on ressent. Quand on boit du thé, le monde ralentit, juste un peu. Les épaules se détendent, la poitrine se relâche, le souffle s'allonge, les pensées se rangent. C'est discret, presque invisible, mais profond. Le thé devient un refuge, un espace où l'on revient à soi. Il ne change pas la réalité, il change la façon dont on l'habite. Au cours de cette vidéo, nous avons accompagné le thé pendant un moment. Nous avons respiré avec lui, nous avons écouté le silence se remettre en place. Ce silence, il est précieux. Il n'apparaît pas souvent dans la journée. Le thé n'a pas cherché à nous changer. Il n'a rien forcé, rien imposé. Il a simplement ouvert de l'espace, un espace à l'intérieur de soi.
là où l'on peut enfin se poser, là où l'on entend ce qui se passe vraiment en nous. Quand cet espace revient, on se rend compte de quelque chose, on n'avait pas oublié de vivre, on avait juste oublié de sentir. Sentir la douceur, sentir la chaleur, sentir ce qui nous fait du bien. Maintenant, ce corps est prêt à accueillir quelque chose d'autre, pas quelque chose de fort, pas quelque chose de brutal, mais quelque chose de doux, quelque chose qui enveloppe, quelque chose qui rassure. C'est ici que le chemin change. Nous ne quittons pas le thé, nous continuerons de revenir à lui. Mais à présent, une autre douceur nous attend, une douceur plus chaude, une douceur plus profonde, une douceur qui prend son temps. Cette douceur-là porte un nom que l'on connaît depuis des millénaires, le miel, le miel, le miel, le miel.